Bonjour. Le Cameroun dans son histoire fut confié lors de la conférence de Versailles de 1919 à la France d'un côté et à la Grande-Bretagne de l'autre. Pour caricaturer la situation, le Cameroun à ce moment est comme un enfant dont le parent a été capturé par l'ennemi en guerre et qu'on confie à un garde le temps qu'il grandisse. Mais pour paraphraser le ministre camerounais Paul Atanganji, le garde-bébé s'est par la suite autoproclamé le géniteur et ne voulait plus le laisser, n'acceptant même pas qu'il a grandi. Et cela n'était pas gratuit. Si l'enfant avait montré des signes d'un mongol, sans doute que le tuteur l'aurait abandonné assez vite ou jeté en brousse, mais il a vu en l'enfant d'énormes potentialités pour son avenir et voulait les exploiter à fond et jusqu'au fond, d'où la violence avec laquelle il réprimera toute les velléités d'émancipation chez cet enfant. Dans les faits, comme le relèvent les auteurs du livre Cameroun, la France avait trouvé de bonnes raisons de garder la main mise sur le Cameroun à cette époque de la course à l'industrialisation en Europe. Dans ce cadre, relate le livre, une autre source d'énergie intéresse au plus haut point en ces années 1940 et 1950 les intérêts industriels et géostratégiques français, le pétrole. Et dans ce domaine, un troisième personnage mérite, aux côtés d'Éric Labonne et de Roland Pré, d'être mentionné pour le Cameroun, Pierre Guillaumat. Administrateur d'Éric Labonne avec qui il travailla en Afrique du Nord avant-guerre, polytechnicien du corps des mines, l'homme s'est forgé à partir de 1945 une véritable légende de tsar de l'énergie française. À ce titre, il mettra au point un utile système d'interdépendance entre les territoires d'outre-mer et la métropole. Directeur des services des carburants et agent des services secrets de la France libre, Bureau central des renseignements et d'action BCRA. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il convainc le général de Gaulle de l'importance pour la France de conquérir rapidement son indépendance énergétique. Le second conflit n'a-t-il pas montré, plus encore que celui de 1914, combien le contrôle des zones pétrolières était déterminant? Le conflit terminé, le pétrole est en passe de supplanter le charbon comme source d'énergie principale consommée dans le monde. Pour conserver son rang et cesser de dépendre des trusts pétroliers anglo-saxons, la France doit diversifier ses ressources d'approvisionnement et trouver de nouveaux gisements. Pour réaliser cet objectif ambitieux, Pierre Guillaumat devint en 1945 directeur du Bureau des recherches de pétrole BRP, fonction qu'il conserve pendant 14 ans et qu'il cumule avec celle de directeur du commissariat à l'énergie atomique CEA à partir de 1951 et de président D2F à partir de 1954. Pape français du pétrole, du nucléaire et de l'électricité, Pierre Guillaumat devient en 1958 ministre des Armées. C'est sous la houlette de cet ingénieur des mines tout-puissant, que de Gaulle surnommait simplement l'ingénieur, que la France, la 4e République, construit son indépendance énergétique. Comme pour les autres matières premières, c'est surtout vers les territoires africains d'outre-mer, de l'Algérie au Congo, que s'orientent les regards et les investissements du Bureau de recherche du pétrole. Nul ne sachant a priori où l'on trouvera des gisements exploitables, la moindre trace de pétrole, aussi hypothétique soit-elle, suscite un fol espoir. Le Sahara algérien offre très vite de belles perspectives qui se concrétisent en 1956 en pleine guerre. Mais l'Afrique centrale est également riche de promesses. Car l'on sait depuis l'entre-deux-guerres que l'art allant de la Gold Coast, futur Ghana à l'Angola en passant par l'Afrique équatoriale française, abrite potentiellement de gigantesques réserves d'hydrocarbures. Pour les possessions françaises de la zone, tous les espoirs sont donc permis. Le Bureau de recherche de pétrole de Pierre Guillaumat lance de vastes plans de prospection en Afrique équatoriale française et au Cameroun. Alors que la présence de pétrole se confirme, il y implante 2 filiales. La Société des pétroles d'AEF, SPAEF en 1949 et la Société de recherche et d'exploitation des pétroles du Cameroun, CEREPCA en 1951. Elles deviendront plus tard des filiales locales d'ELF. Si les gisements du Gabon apparaissent plus importants, les efforts de prospection français n'en sont pas moins intenses au Cameroun et notamment dans le très stratégique extérieur du Wouri où sont construits le port et la ville de Douala. C'est là qu'on découvrira, comme s'en réjouira un journaliste de la radio française en 1956, un réservoir de gaz sous très forte pression à Souailaba et un réservoir d'une huile excellente à Logbaba. On peut déjà affirmer, conclut le journaliste, qu'il existe au Cameroun des promesses extrêmement sérieuses et, avec celles du Sahara et du Gabon, les plus importantes actuellement de toute l'Union française. Fort de ces découvertes pétrolières, certains observateurs décrivent le Cameroun comme la nouvelle avant-garde d'une France d'outre-mer régénérée et triomphante. Si la pétrochimie semble l'un des futurs atouts économiques du Cameroun, l'électrométallurgie offre des perspectives non moins favorables. Peut-on par exemple lire dans la Tribune des Nations, début 1957, un gisement de tungstène situé à Gouchoumi, à une trentaine de kilomètres au nord de Garoua, est en cours de prospection. Enfin, le sous-sol camerounais recèle, semble-t-il, des minerais radioactifs.
Le commissariat à l'énergie atomique commence des recherches sur un périmètre de 150 000 km². Les chances de découvrir de l'uranium sont d'autant plus grandes que ce métal accompagne généralement l'étain et le tungstène dans ces gisements, dit l'article. Pour les élites françaises, en mal de puissance en ces années 1950, un territoire qui offre tant de richesses potentielles mérite décidément qu'on s'y attache. Voilà pourquoi la France s'accrocha quand l'UPC parlait d'indépendance véritable et n'hésita pas à utiliser les moyens les plus forts pour faire taire ces indigènes qui osaient parler de leur départ. Verser du sang n'était rien comparé à l'odeur du précieux liquide. À demain.